Et nous commençons tout de suite cette semaine boursière avec le plan de trading de Smart Bourse. Et nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau pour ce plan de trading par Vincent Bois, analyste technique chez IG. Bonjour Vincent Bois. Bonjour. Bienvenue sur le plan de Smart Bourse. Donc on commence comme toutes les semaines ce plan de trading avec vous, avec IG. Et on va revenir sur une actualité financière, mais surtout liée au marché des crypto-monnaies. Actuellement, la semaine dernière, l'opérateur FTX s'est déclaré en faillite vendredi dernier. Une faillite qui a été assez rapide, mais qui est intervenue après, j'ai envie de dire, une crise de confiance qui a commencé début novembre. On ne va pas revenir sur toutes les étapes, mais il y a également eu des passes d'armes entre Binance et FTX, des déclarations successives sur Twitter. Et actuellement, il y a deux questions finalement pour le secteur des crypto-monnaies à la suite de la faillite de FTX. C'est d'abord... les utilisateurs de FTX vont-ils pouvoir retrouver leurs fonds qui sont sur cette plateforme alors que la plateforme s'est déclarée en faillite et les retraits ont été bloqués, pas pour tout le monde mais ont été bloqués. Et la deuxième question, c'est est-ce que cela va amener plus de réglementation? Ça a un impact évidemment sur le cours des crypto-monnaies, Vincent Bois. Tout à fait. Le premier risque, c'est effectivement de récupérer ses fonds, ce qui va être difficile très probablement parce qu'il y a beaucoup de parties prenantes, surtout que maintenant c'est en faillite. Et donc, il va y avoir probablement une priorité à d'autres parties prenantes dans cette histoire. Des fonds qui ont disparu et donc on ne va pas les faire réapparaître. Donc, récupérer ces fonds va être très compliqué, très probablement, pour les personnes qui ont des fonds, des particuliers ou même des institutions. Donc, pour la réponse à la première question, ça va être très difficile. Et la régulation, en effet, va très probablement mettre sa main un peu plus dessus. L'année 2022 déjà a été un peu en train de surveiller beaucoup plus les crypto-monnaies avec une faillite du presque le deuxième acteur finalement, la deuxième plateforme de trading. Oui, FTX était la deuxième plus grosse plateforme au monde. Ouais. Ça montre que finalement dans ce marché, personne n'est à l'abri, que ce soit les clients ou même les sociétés. Donc la régulation, probablement, on va en entendre parler et cela pourrait amener à une modification justement et une baisse encore plus de la confiance que l'on a dans les crypto-monnaies. Et donc, va probablement se ressentir sur les prix que l'on voit actuellement. Bien sûr, le graphique que l'on voit ici. Ça, c'est déjà un petit peu ressenti quand même sur le cours de Bitcoin depuis ces derniers jours. Alors, depuis ces derniers jours, oui, tout à fait. On était sur les 21 000 $. On est maintenant vers en dessous des 16 000 $, autour des 16-17 000 $. Mais on attend plutôt un retour baissier. On en parlait, ou en tout cas, j'en parle depuis un certain temps du Bitcoin, où cette tendance baissière qui a commencé finalement par la baisse des indices américains, et donc qui était très liée aux indices américains, qui s'est commencé en novembre, et va se poursuivre, et très probablement on peut aller chercher actuellement les 13-14 000 $. C'est l'objectif que l'on voit ici sur le ruban bleu, justement, l'extension de Fibonacci, les 12 900. Donc maintenant on est surtout en dessous des 20 000 $, ce niveau technique, mais aussi psychologique important. Sûr, oui. C'était l'ancien plus haut historique du précédent bull run, du marché haussier qu'on avait vu en 2017. Et donc, sous ce niveau, on va perdre une confiance importante. Et puis, toutes les personnes qui sont rentrées après septembre 2020 sont maintenant en négatif. Donc, la confiance, plus la baisse des prix, plus les acteurs qui sont en train de tomber, finalement, FTX, mais très probablement les conséquences sur d'autres acteurs dans les crypto-monnaies. Il y a un risque de tache d'huile, effectivement, de crise de confiance qui pourrait avoir un impact sur d'autres plateformes de crypto-monnaies? Bien sûr, on entend justement certaines rumeurs sur Crypto.com, qui est une plateforme importante, qui a également fait du sponsoring de sport. Il y avait la F1 ce week-end, on voyait justement Crypto.com. Il y a des risques ici. Il y a Huobi aussi qu'on entend un peu moins ici en Europe, qui est plutôt en Asie, mais qui est une plateforme importante et qui pourrait, rien n'est vérifié, rien n'est fait, avoir des soucis de liquidité. Mais il pourrait y avoir d'autres acteurs également. Donc il y a un sujet confiance, je reviens sur le graphique que vous nous présentez donc sur le cours du Bitcoin. Vous nous disiez qu'il y avait déjà une tendance baissière avant les événements de la semaine dernière. Selon votre analyse, est-ce que vous revoyez votre analyse avec encore plus de potentiel de baisse avec les événements de la semaine dernière, ou on reste sur la tendance que vous aviez déterminée? Non, pas vraiment. On reste pour le moment en tout cas sur le point bas, sur les 13-14 000 $, qui est plutôt technique, sur la liquidité, qui est présente justement entre 13 100 et 14 000 $. Donc pour moi, à court terme, ce n'est pas une raison pour avoir finalement une perspective plus baissière. Je pense que dans les graphiques et dans l'analyse on-chain, donc de la blockchain, on pouvait voir que la tendance était baissière, probablement parce que cet événement était déjà pricé, ou en tout cas, on voyait FTX très probablement qui agissait pour essayer de se couvrir, ou ce genre de choses. C'est pour ça qu'on le voyait précédemment sur les graphiques, sur l'analyse on-chain et sur l'analyse de la liquidité, sans savoir finalement que c'était ça qui amenait à une tendance baissière. Donc le point bas
13 000, 14 000 pour le moment. Mais on peut par la suite aller plus bas parce que si on regarde justement, on va regarder le Dow Jones, on va regarder des indices qui rebondissent, qui ont une première tendance baissière sur l'inflation et puis on va se diriger petit à petit vers la récession. Donc, ici, pour moi, on parlait du Bitcoin et ça va être la même chose avec le Dow Jones. Un point bas sur les 13-14 000. Est-ce que vous voyez une corrélation directe entre les deux ou en tout cas vous l'identifiez précédemment dans les analyses techniques Oui, il y a une corrélation. Si on regarde le point haut ici, eh bien, on retrouve la fin de l'année 2021. D'accord. Bitcoin, c'est pareil. C'est le même type. Le Dow Jones a baissé un peu plus tard, mais si on regarde le Nasdaq 100 sur l'indice technologique, le point haut est en novembre, au même point que sur Bitcoin. Donc la corrélation était extrêmement importante. À court terme, on peut se poser des questions sur cette corrélation puisque le Dow Jones que l'on voit ici est en train de progresser. Bien sûr, il réagit aux annonces, enfin en tout cas aux chiffres de l'inflation potentiellement, alors que le Bitcoin réagit à une actualité propre à son secteur. Tout à fait. Mais pour moi, la corrélation est encore assez forte. Et donc, voilà, on a un rebond actuellement. Personnellement, sur le Dow Jones et les indices américains, j'attendais une autre jambe de baisse pour aller chercher d'autres niveaux sous les 30 000 points qu'on n'a pas eu parce que justement il y a eu ce rebond. Alors il faut voir aussi que le rebond s'est réalisé était aussi fort parce que beaucoup de gens sont avec des options de vente, sont plutôt à vente à découvert. Mais lorsqu'il y a un rebond et que vous avez des produits qui vendent le marché, vous allez vous protéger en achetant des actions et en achetant des Bien call sûr, options. Oui, d'accord. Donc ça va augmenter la hausse alors que la majorité du marché est à la baisse. Donc pour le Mais moment, en se protégeant de ces positions à la baisse, on fait augmenter le marché. Exactement. C'est ça voilà. Le mouvement est encore plus puissant alors que beaucoup sont avec des produits qui sont finalement pour investir à la baisse. Donc finalement, ça veut dire qu'une hausse d'un indice peut être un indicateur pour dire attention, il y a beaucoup de gens qui sont orientés à la baisse actuellement sur cet indice. Tout à fait. Il y a beaucoup de. C'est comme ça qu'il faut bien regarder derrière en fait quels sont les mécanismes à l'œuvre. Tout à fait. Il y a des ratios, c'est le put-call parity, donc le nombre de personnes qui ont des produits qui vendent et des produits qui achètent. Et on était au plus haut, donc ça veut dire que la plupart des gens, la plupart des investisseurs sont à la baisse, mais protègent leurs produits en attendant que ça baisse réellement. Donc finalement, on peut se dire que le Dow Jones, comme les indices américains, Nasdaq 100, S&P, devrait continuer de baisser. Ici, c'est extrêmement important. On a eu une hausse de 7,5% sur le Nasdaq jeudi après l'inflation, alors qu'on est toujours à 7,7% d'inflation. Donc, et que la Fed se montre toujours assez agressive et toujours hawkish, donc moins accommodante. Donc ici, niveau technique, puisque nous parlons ici de niveau technique, bien sûr, oui. On a cassé la moyenne mobile 200, le trait rouge que l'on voit ici, proche des 32 530. Et d'ailleurs, lorsque j'étais sur ce plateau ici il y a quelques semaines, on était un peu en dessous et donc on a bien touché les différents niveaux. On est allé au-delà de ce qu'on avait anticipé finalement. Mais ici, on peut aller chercher maintenant les 34 000, 34 200, donc le plus haut qu'on a vu en juillet, mais qui a conduit également à une baisse. Mais pour moi, on peut encore gratter un peu de performance haussière, mais on reste tout de même dans un risque extrêmement baissier. Et au-delà de l'inflation, qui va probablement être moins regardée par les investisseurs, puisqu'on voit ce sont des bonnes nouvelles, la politique monétaire de la Fed va être un peu moins agressive. Bien sûr, on va avoir des hausses de taux, mais moins importantes. Et puis après, probablement, on va se diriger vers la récession, qui pourrait amener à d'autres baisses par la suite. Si on regarde dans le passé, la crise de 2000, la crise de 2007, ce n'est pas parce que la Fed a fait son pivot, a baissé les taux, que les marchés montaient. On a eu quelques mois de décalage parce que les marchés, au-delà de la politique monétaire, sont intéressés à la récession. Donc on va probablement avoir le même type d'évolution. Donc pour moi, on reste dans une tendance baissière, les 34 000, 34 200, mais probablement un retour en arrière et de nouveau plus bas par la suite. Mais ici, on a quand même gagné du temps. Si on fait un focus à présent sur la situation française, sur le CAC 40, alors le CAC 40 qui connaît un phénomène de rebond depuis fin septembre, début octobre, où est-ce qu'on en est actuellement ? Est-ce que ces bonnes nouvelles, notamment en matière d'inflation, se voient techniquement et permettent d'envisager un rebond plus conséquent ? Alors, c'est le même scénario finalement. Les indices européens sont aussi bien sûr impactés par les indices américains. On sait tous que les indices américains et du coup la Fed est tout de même le moteur de croissance. Même si on voit qu'en Asie, il y a eu un rebond assez important, le CAC est aussi influencé par ce rebond que l'on voit aux États-Unis parce que l'inflation a légèrement baissé aux États-Unis, 7,7%. En Europe, on est toujours au-delà de 10%. Bien sûr, oui, donc, complètement. L'inflation est toujours là, la guerre en Ukraine est toujours là. Les PMI qui mesurent l'activité
sont en baisse et pour autant on a ce rebond qui est toujours bien haussier. On a cassé tous les niveaux, les moyennes mobiles, ce support oblique également. Et là on est quand même sur un niveau technique important qui a servi de support à plusieurs reprises, de résistance puisque c'est quasiment le plus haut niveau qu'on a vu depuis avril de l'année dernière. Donc avril de cette année, pardon. Donc ici il faut casser ces 6600. 6600, 6650, qui permettrait d'aller chercher autour des 6800, voire par la suite proche des 7000. On voit sur le graphique 6914. En fait, ça correspond à l'ancien plus haut qu'on avait eu dans les années 2000. D'accord. On n'a pas dépassé, à la différence des autres actifs, on n'a pas dépassé ce niveau avant octobre 2021. Donc l'ancien plus haut historique datait de 2000 et non pas d'avant 2007 et la crise des subprimes. Donc ici, c'est un niveau aussi, les 7000 points, 6900, c'est un niveau important. Mais les 6600, à court terme, il faut les dépasser pour aller chercher un peu plus haut, mais on est de la même façon sans réel moteur. Les perspectives des entreprises sont négatives, les PMI... Oui, on est dans une euphorie, c'est ça, mais on n'a pas de moteur actuellement. Exactement. D'accord. Donc le risque reste baissier, même si on peut encore avoir quelques points, quelques centaines de points pour nous conduire proche des 6800. Très rapidement, Vincent Bois, un mot peut-être du yen, ou en tout cas de la parité dollar-yen. On a vu que le yen a touché un plus bas face au dollar depuis 30 ans, il y a quelques jours. Mais le yen se reprend peut-être du coup du fait d'une baisse légère du dollar sur ces derniers jours. Alors oui, tout à fait. Hein, le dollar américain, justement, c'est très corrélé. Lorsqu'on voit le dollar a fortement monté, tout le temps où les indices baissaient. D'accord. C'est corrélé, les obligations, les taux des obligations vont grimper avec le dollar qui va grimper et ça va endommager ou en tout cas ça va amener une baisse sur les indices. Donc ici, cette forte hausse qu'on a eue jeudi suite à l'inflation a amené une forte baisse du dollar américain, une forte baisse des taux obligataires et le yen, en tout cas l'USD yen, en a profité. On en parlait, en tout cas on parlait justement, les deux cercles que l'on voit, ce sont les deux interventions de la BOJ. La Banque du Japon, qui a prévenu qu'elle allait intervenir sur le Forex en vendant du dollar et en achetant du yen pour soutenir sa monnaie. On voit que l'impact de la BOJ est très petit, alors que l'euphorie sur les marchés américains, baisse du dollar américain, la BOJ leur dit merci. Parce que justement, cela amène à une forte baisse ici et donc à un regain d'espoir sur la hausse du yen. Donc voilà, techniquement, on peut avoir ce rebond et revenir dans le canal si on a justement un retour baissier important. Très probablement, cela va rebondir. Mais on suit avec attention et donc finalement, on se rend compte que la BOJ qui intervient sur le marché n'a que peu d'effet, mais il faut vraiment un retour d'une baisse du dollar américain et donc de la confiance sur les marchés pour avoir justement un retour baissier ici et un retour haussier sur le yen. Et réintégrer le canal effectivement qu'on voit sur le graphique. Merci beaucoup Vincent Bois d'être venu donc dans le plan de trading de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes analyste technique chez IG. Merci.